Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout à l'heure, quand j'ai participé à la conférence de presse, j'ai présenté la filière brassicole comme une jeune filière, mais je m'aperçois qu'il n'y a pas que la filière qui est jeune, hein, parce que là, vous êtes tous très jeunes, et c'est une bonne nouvelle. Voilà, il y a de l'avenir. Voilà. Hein? Je devrais faire de la politique, oui. Alors, je m'appelle Judith Carmona et je suis, justement, j'en fais de la politique, hein, puisque je suis conseillère régionale. Je suis en même temps, donc je représente aujourd'hui Carole Delga, et je suis aussi présidente de la commission agriculture, agroalimentaire et viticulture. Voilà. Donc, pour vous dire le dynamisme donc, de votre filière, hein, je vois passer depuis quelque temps beaucoup de vos projets. Alors, juste, bon, peut-être quelques chiffres. Hein. Nous avons, nous, constaté effectivement que votre production est en augmentation. Hein. Vous le savez, hein, puisque depuis 2016, la production, le nombre de brasseurs a quasiment doublé. Hein. Vous êtes 223. Pratiquement, beaucoup d'entreprises artisanales et quelques paysans brasseurs constituent donc l'ensemble de votre métier, hein, et de votre production. Alors, aujourd'hui, bon, on voit que c'est un marché porteur. Hein. Tout à l'heure, on se disait qu'on se demandait si vous étiez organisé au niveau régional. Je ne sais pas si vous êtes organisé, mais peut-être que pour avoir une réflexion globale, c'est peut-être bien de s'organiser. Je ne connais pas vos représentants régionaux, je le regrette. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, en fait, la région, c'est d'une part d'accompagner vos projets. Il faut savoir qu'en 2018-2019, nous avons accompagné 33 projets d'installation pour 1,7 million d'euros. Voilà, que par ailleurs nous soutenons bien sûr la structuration de votre filière, hein, puisque donc dans le cadre du plan bio, nous avons aussi accompagné OC Bio, le Biocivam de l'Aude et Érable 31 pour travailler sur cette filière au brassicole. De la même manière, donc, nous avons aussi accompagné le GAL pour l'organisation des demandes exponentielles. Hein, voilà, c'est ça. Et donc, voilà, donc nous mettons quelques moyens sur la filière, cette jeune filière brassicole. Voilà. Alors, nous, ce qui va nous intéresser pour l'avenir, c'est pour ça que nous sommes ici aussi, hein, c'est votre réflexion sur l'approvisionnement local. J'ai dû aller, vous savez, quand on est conseiller régional, on passe, l'autre jour j'étais avec les cochons, après je vais dans le vin, après... donc là j'ai un peu compris, pas tous les éléments, mais j'ai compris que pour faire de la bière il faut du houblon, que pour faire de la bière il faut aussi de l'orge qu'on transforme en malt. Voilà, alors ce qui va nous intéresser en région et ce qui est sûrement un des objets de votre réflexion aujourd'hui, c'est comment on travaille sur l'approvisionnement local. Alors, ça nous intéresse à plusieurs titres. Premier titre, c'est que vous savez que nous avons conduit le plan alimentation en région, et dans le cadre de ce plan alimentation qui a concerné, une enquête a concerné plus de 100 000 personnes, hein, les gens, en fait, ils veulent, les citoyens de la région, ils veulent consommer local. Voilà, donc on est, quand on réfléchit production locale, approvisionnement local, on est d'abord dans les attentes de nos concitoyens sur ce qu'ils veulent manger et boire. Voilà. Donc voilà, ce qui va nous intéresser, c'est ça. Et comment on peut donc accompagner l'approvisionnement en houblon, en malt, en production de malt, etc. Alors voilà, surtout ce qui nous intéresse quand même, c'est la création de valeur en région. Hein. Comment on peut, à partir de la production de houblon, mettre de la valeur sur le houblon en produisant de la bière et qui plus est beaucoup consommé en région. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite de bien travailler, passer une bonne journée. Madame Carmona, je vous propose de prendre la parole pour vous présenter et puis dire quelques mots d'accueil du coup sur cette journée. Et juste quelques mots d'accueil, bonjour. Magali Vergne, je représente le président Jacques Bascoux,
Moi, je suis vice-présidente au Grand Narbonne, je suis la locale, voilà. En charge de l'agriculture, viticulture, œnotourisme, je dis toujours que c'est ma passion, et c'est ce que je faisais quand j'étais conseillère régionale. Et puis les fonds européens, et ça c'est François qui en parlera. Alors, sincèrement, mais vraiment sincèrement, on est ravis. Alors moi j'en connais quand même quelques-uns ici. On est ravis parce que, je disais tout à l'heure, je veux vraiment qu'on fasse le parallèle. On est ici, dans le berceau de la viticulture, à Narbonne. Alors on va être aussi dans le berceau, moi je l'espère, de la bière. On aime manger, on aime boire, on aime surtout manger local. Et on aime boire local aussi. Et donc je compte vraiment sur vous pour continuer à développer avec beaucoup de passion, de savoir-faire, cette filière brassicole qui a un avenir extraordinaire. Et ça, je sais que si vous êtes là, c'est parce que vous en êtes vraiment conscient. Alors ici, sur le Narbonnais, on a commencé il n'y a pas très longtemps à soutenir, notre organisation a soutenu un très bel événement. C'est Ode à la bière, un événement donc, qui a été organisé par les brasseurs de l'Aude. Et ça a été une réussite. Et je peux vous dire que de la bière, on en a bu et ils en ont vendu. Parce que les gens y croient, parce qu'il y a une véritable demande, boire de la bière artisanale. Voilà. Et puis... donc voilà, vraiment faire ce parallèle. Et puis dans notre programme, Grand Narbonne Agriculture, on développe tout ce qui est circuit court, circuit de proximité. Parce que ça aussi on y croit, parce que c'est l'avenir, parce que vous êtes des gens de la terre, parce que vous êtes des gens passionnés avec un savoir-faire, un savoir-vivre, et que ça il faut qu'on le cultive. Alors on va vous aider, on va vous accompagner pour mettre de l'orge, pour mettre du houblon. J'en discutais avec, où c'est qu'il est, il est là-bas, le houblon. Mais vous savez, il y a encore quelques temps, et je suis sûre que si vous prenez des gens, ça ressemble à quoi le houblon? Ils savent pas trop, et puis ils pensent déjà qu'il n'y en a même pas ici. Alors que du houblon, il pousse. Le houblon, il peut pousser partout. Et puis il le dira peut-être, mais j'ai appris quelques propriétés du houblon, mais comme je dois dire que bonjour, je n'en parlerai pas, et puis vous le savez déjà. Alors voilà, il y a eu ces rencontres, cet événement grand public. Maintenant, il y a aujourd'hui ces rencontres d'échange par des professionnels. Alors on est là surtout pour vous écouter et pour vous accompagner. Très belle journée et on y croit et déjà bravo pour tout ce que vous pourrez nous apporter. Donc bonjour François Galabrin, alors j'excuse et je représente Gérard Barthès, le président de l'association qui est en position horizontale à l'instant où je vous parle puisqu'il est malade. Voilà, et du coup j'ai dû le remplacer au pied levé. Il n'est pas mort, rassurez-vous, vous aurez l'occasion de le voir à nos séjours et ses petites moustaches, mais... Non mais il faut dans toute conférence, il faut de l'attention, c'est important, voilà. Donc, en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, l'AMCM dont je suis le directeur est un programme européen. Alors, ce que je dirais vous intéressera de manière importante, et on me fait là-bas des grands signes, mais on va économiser le temps sur mon temps de parole. On a commencé à s'intéresser là-dessus parce qu'on finance et on a financé des projets et des brasseurs. Alors vous avez tous très probablement des programmes leaders chez vous à qui vous pouvez aller demander des sous. Et la plupart des programmes leaders ont besoin de dépenser leurs sous, ou en tout cas d'investir dans des projets locaux. En tout cas, ce projet-là, nous, a commencé sur voilà, une identification d'une dynamique, programme européen qui est hybride, qui fait et de l'animation et du financement, qui nous a permis de nous autosaisir de la question et d'arriver à terme à cette journée-là qui va être un peu pour nous Galles, une fin, puisque en fait c'est quelque chose qui va être repris par d'autres, mais en tout cas je cite les autres territoires qui aujourd'hui sont co-organisateurs et ont participé à ce projet qui s'inscrit dans un programme de coopération avec du coup le GAL de l'Est alors nous, le GAL Cévennes, le GAL Causse Cévennes, le GAL Terre Romane en Pays Catalan et bien sûr qui est co-organisateur principal de la journée qui est la FR Civam et le Grand Narbonne dont je remercie principalement Camille, Claudine et Raphaël qui sont ici présents pour leur investissement sur l'organisation. Et Alice, bien sûr. Voilà, merci. Merci beaucoup, je vais vous passer la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc Michel Boubis, représentant la FR Civam Occitanie. Donc je vais parler au nom du président Pascal Frissal qui est présent avec nous. Donc d'abord, je dois saluer la diversité des participants qui sont dans la salle, que ce soit des élus, des chercheurs,
donc des brasseurs, des porteurs de projets, des producteurs, des chambres d'agriculture, des coopératives. Donc c'est vrai que la diversité des participants doit permettre à cette journée d'être très riche quant à son contenu et à la suite qui y sera donnée. Donc, au nom donc, de la FRSIVAM aussi, donc, cette journée est un petit peu, ça me temps bien et mal, un petit peu victime de ce succès, à savoir que nous avons été obligés de refuser un certain nombre d'inscriptions au vu du nombre de places dans la salle. Donc c'est vrai que c'est positif dans le sens, mais c'est aussi dommage pour ceux qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. Donc je leur adresse un signal amical donc, en disant que c'est pour de prochaines fois, donc, et qu'à la prochaine édition, ils sont bien sûr invités. Donc les CIVAM ont donc vocation depuis une quarantaine d'années en Occitanie à accompagner des projets collectifs, donc ils sont au départ des projets collectifs d'agriculteurs, mais qui donc aujourd'hui sont amenés à travailler avec les collectivités locales, en particulier donc dans le cadre de partenariat, sur des sujets de filières locales, que ce soit donc sur l'alimentation, et aujourd'hui donc sur le houblon et la bière. Donc c'est vrai que ça rentre tout à fait dans le cadre de la stratégie nationale des CIVAM, donc qui est amené à travailler sur les filières, et la région Occitanie est en pointe sur le sujet, avec un petit donc, focus aujourd'hui sur le fait qu'il y a l'ensemble de la filière qui est représentée, ce qui est assez rare, puisqu'en général on a des parties de filière qui sont représentées, mais aujourd'hui donc, on parle vraiment du producteur sur le terrain jusqu'au consommateur final, donc c'est vrai que tous les acteurs de la filière sont aujourd'hui présents, ce qui est aujourd'hui aussi une excellente chose. Voilà, donc je vais m'arrêter ici, vu le timing, donc, et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée de travail, et donc tout le monde reparte enrichi de cette journée, donc avec de nouvelles connaissances, et il y aura des moments conviviaux à midi en particulier, où ce sera l'occasion de discuter et de faire connaissance devant un verre ou un repas, ce qui est aussi un moment très agréable de la journée. Merci pour votre attention, et à tout à l'heure. Bonjour à tous. Avant tout, merci au FRSIVAM pour l'organisation de cette belle journée. Moi, je suis Johan Laskowski, je suis installé agriculteur pour la culture du houblon en vallée de Chevreuse, dans les Yvelines. Je représente l'association Houblon de France, association de jeunes agriculteurs pour la culture du houblon. L'idée, c'est que on a peu de houblon en France. Vous savez qu'il y a de plus en plus de brasseries, donc des demandes exponentielles en matières premières, malt, mais aussi houblon. Donc on a voilà, le développement de la filière houblon dans plusieurs régions de France qui arrivent. Donc on tente de représenter ces néo-houblonniers. Donc plein de houblonniers qui s'installent dans l'agriculture pour la culture du houblon, mais vraiment en dehors des coopératives, et au plus proche des brasseurs, parce que c'est bien ça l'idée, relocaliser la culture du houblon au plus proche des brasseries, répondre à la demande, développer aussi la culture biologique, mais tout ça c'est de l'accompagnement, c'est de la formation, et c'est voilà, des enjeux techniques, culturaux. Mais voilà, c'est aussi éventuellement de la création d'emplois, de l'économie locale. Donc voilà, on est là pour ça et on est heureux d'être ici aujourd'hui pour parler du houblon, mais aussi de tous les enjeux et voilà, les résultats que ça peut donner localement. Merci. Merci, Président. Jean-Olivier Riosset, je suis le délégué Occitanie du syndicat national des brasseurs indépendants et aussi le référent pour toute la France des matières premières. Donc je tiens à remercier tous les organisateurs évidemment. On s'est rencontrés pour la première fois, ça fait juste un peu plus d'un an et demi. Je ne pensais pas que ça irait aussi vite et aussi fort. Tant mieux, je vois qu'il y a beaucoup de brasseurs ici. Alors en Occitanie, on a beaucoup d'adhérents, mais on a vocation à représenter tous les brasseurs indépendants. L'adhérent qui fait le moins de volume chez nous, il fait 10 hectos. Celui qui a fait le plus en Occitanie fait 7005. Donc on représente vraiment tout le monde. On a un point commun tous ensemble en tant que brasseurs, c'est que déjà, on est les premiers bénéficiaires en fait, du développement de la filière locale, parce que ce qui va faire la différence entre les brasseurs artisanaux indépendants et les industriels, c'est au-delà du goût, c'est la transparence et la provenance des produits. Dans les 10 prochaines années, je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse accompagner tous les porteurs de projets, qu'ils soient houblonniers, les malteurs, ainsi de suite, pour qu'on puisse vraiment se différencier des autres et avoir une caractéristique qui fasse la différence et en France et même à l'international. Donc je tenais vraiment à remercier tout le monde et particulièrement François qui
avec qui, quand on s'est retrouvé dans mon bureau pour discuter de ça, on s'est dit, tiens, si on créait une filière et si on mettait tout en œuvre pour le faire. Et au bout d'un an, on en est ici. Alors, en latin, on dit sic transit gloria mundi, je fais le beau là. Ce qui veut dire, c'est un peu le début, quoi. C'est juste le début aujourd'hui, c'est absolument pas un achèvement. Tout est à commencer, tout est à lancer, et il faut qu'on travaille tous ensemble avec les producteurs d'orge, les producteurs de houblon, tous les porteurs de projets pour que la filière ne soit pas juste une réunion à Narbonne un vendredi matin, mais que ça dure très longtemps. C'est quand même bien être à Narbonne un vendredi matin. Je suis biterrois, donc je ne ferai aucune forme de commentaire. J'ai pris une douche à l'eau bénite avant d'arriver. Vous savez, la bière, c'est une source d'échanges fructueux et nombreux, et je vois que hier soir, il y a eu vu la tête de certains Narbonnais ici présents, je vois que hier, les échanges avec les Lozériens se sont particulièrement bien passés. Je vous remercie. Merci à tous. Je vais vous inviter à rejoindre vos places. Oui. Alors, la suite de la programmation, je vais simplement vous faire un petit récapitulatif du programme qui vous attend sur cette journée. Et je vais également peut-être commencer par me présenter. Effectivement, c'est une joie pour moi d'être là, une joie et puis un honneur. Et je me fais vraiment, j'ai beaucoup d'enthousiasme à vous rencontrer tous aujourd'hui sur cette journée pour vous accompagner, pour vous entendre, pour vous écouter, pour échanger tout simplement. Voilà, on est là pour échanger. Donc on va commencer avec l'état des lieux de la filière brassicole avec Alice Lebal, donc qui va nous rejoindre. Ensuite, je vais vous faire un petit éclairage du marché de la bière. Et nous allons continuer par cette table ronde sur le dynamisme de la relocalisation de cette filière brassicole en Occitanie. J'aurai le plaisir d'accueillir donc des participantes qui vont représenter l'ensemble de cette filière, de l'amont à l'aval. Ensuite, nous allons nous retrouver, je crois que c'est dans ce bâtiment-ci, n'est-ce pas? C'est à côté, d'accord. Donc nous allons nous retrouver donc pour un déjeuner convivial, un temps d'échange, et nous allons continuer donc du coup ces questionnements qui vont surgir de cette table ronde, et avec un certain nombre de stands d'information et de librairie Libellis. Et l'après-midi va être consacré donc à ces 7 ateliers thématiques sur lesquels vous vous êtes inscrits, les 4 premiers donc en première session et les 3 suivants, pour nous amener en fin d'après-midi, si tout va bien, aux alentours de 16h40. Et nous allons nous retrouver ici pour restituer les conclusions de chacun de ces ateliers. Donc mon rôle va être à ce niveau-là, de vous questionner et de vous écouter aussi, bien sûr, sur vos conclusions de ces ateliers de travail. Et puis, bien sûr, ça ne va pas s'arrêter là. On va faire la fête après, on va continuer à déguster et à s'amuser, bien sûr, tous ensemble, donc avec les têtes plates. Voilà, donc je vous invite à accueillir donc Alice Lebal, qui va nous présenter la filière brassicole en Occitanie. Donc bonjour à tous. Du coup, comme expliqué, je vais vous présenter un état des lieux que j'ai effectué dans le cadre de mon stage de fin d'études. Donc les résultats que je vais vous présenter, ils sont issus d'à la fois de recherches bibliographiques, d'une analyse du questionnaire du SNBI qui a récolté à destination des brasseurs de France et qui a récolté plus de 370 réponses, dont 37 en Occitanie. Ensuite, on a aussi effectué un questionnaire auprès des houblonniers pour mieux comprendre leur production, et avec 10 réponses sur la région Occitanie. Ensuite, on a effectué des entretiens qualitatifs pour mieux comprendre les attentes des brasseurs, des houblonniers, des porteurs de projets. Et pour finir, on a fait une capitalisation des actions en région, un peu partout en France, pour s'appuyer dessus, pour le répéter et l'adapter à notre territoire. Du coup, les informations que je vais vous donner, je vais
vous les donner assez rapidement par manque de temps, mais on pourra y revenir. Vous pouvez noter le numéro de la slide si vous voulez, et pour après poser des questions si vous avez besoin. Donc tout d'abord, le marché de la filière brassicole en France, c'est 8% du marché en volume, 12,8% en valeur, et pour finalement une représentation de 99% des entreprises brassicoles, et donc une création de 80% des emplois également brassicoles, avec un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros. Et en corrélation avec cet essor des brasseries, il y a également la consommation des bières qui augmente, avec plus 4,2% entre 2017 et 2018, pour une consommation par habitant de 33 litres, et qui laisse donc une marge de progression assez importante, étant donné qu'on est l'avant-dernier consommateur de bière en Europe. Ensuite, concernant les acteurs de la filière, on recense entre 195 et 242 brasseries. 195, c'est issu du projet Amertume, qui est un projet porté par Emmanuel Gillard, un virologue qui fait un recensement des brasseries partout en France et qui fait des statistiques, et qui est à ce jour un des plus complets, et qui recense 195 brasseries en Occitanie. Et le nombre 242 est issu des douanes régionales. Donc il y a un écart assez important qui peut s'expliquer soit par le fait que certaines brasseries sont fermées mais qui ne l'ont pas encore déclaré aux douanes, ou bien encore la difficulté de suivre l'avancement et l'essor des brasseries, et du coup d'être à jour sur son nombre. Du coup, après on recense 7 brasseries houblonnières, donc des brasseurs qui ont en parallèle de leur activité une parcelle plus ou moins grande de houblon. 7 houblonniers, 4 fermes brasseries, une malterie, plus de 400 producteurs, et entre 95 000 et 120 000 hectolitres de bière produites par an, selon le nombre de brasseries auxquelles on se réfère. Et du coup, on recense Ode à la bière, l'Union des brasseurs Cévenol, Brio, les Forces du Malte, qui est une association de brasseurs amateurs, Futur collectif brassicole dans les Pyrénées-Orientales, un GI2E en émergence sur le houblon, et un projet de coopération brassicole entre différents GAL du territoire, et bien sûr les réseaux nationaux tels que le SNBI, Houblon de France et Brasseurs de France. Donc maintenant, concernant la filière du houblon plus spécifiquement, on a estimé une demande entre 30 et 40 hectares, encore une fois selon la demande des brasseurs, selon le chiffre, le nombre de brasseries, pour une demande qui est exclusivement bio, pour plusieurs raisons, parce que tout d'abord, environ 90% des brasseries sont intéressées par du houblon bio. Ensuite, il y a une offre qui est assez faible sur le marché et souvent en rupture. Et finalement, un arrêt de la dérogation du houblon bio qui stipule par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que d'ici 2021, il y aura un arrêt de cette dérogation, enfin une diminution, et qui amènera une durée de validité de 6 mois et qui sera renouvelable 2 fois. Et du coup, face à cette demande, on a une offre qui est pour l'instant très faible et qui est estimée à moins de 2 hectares, sans comprendre les brasseurs qui ont une parcelle de houblon à côté, parce que c'est difficile de tous les recenser et ils ne sont pas considérés comme des exploitants agricoles. Et on projette, selon les attentes des 9 porteurs de projets de houblonnières, une surface d'un peu moins de 20 hectares en 2024, donc une surface qui reste encore inférieure à la demande et qui aura en plus d'ici là largement augmenté. Donc voilà, un travail d'installation à faire. Ensuite, concernant la filière orge, on estime à 2600-3500 tonnes de malt, tous céréales confondues, pour 2700-3400 d'orge brassicole, ce qui équivaut à 600-800 hectares, et avec 50% en bio, 50% en conventionnel. Et ici, à l'inverse du houblon, on a la chance d'avoir sur notre territoire une production d'orge qui est déjà assez bien implantée, avec une production de 12 000 tonnes en conventionnel et 600 en orge bio. Et on a différents outils de transformation via la malterie artisanale du Vieux Silo, qui se situe dans le Tarn et qui a une capacité de production de 500 tonnes.
On a également le projet de la malterie Occitane, qui est un projet de plus grande envergure parce qu'elle a une capacité de production de 1500 tonnes. J'ai appris hier qu'il y a également la coopérative CASAP, qui a un projet de malterie de l'ordre des 1000 tonnes, plus ou moins. CASAP, dans le Gers. Et finalement, il y a bien sûr les fermes brasseries, micro-malteries un peu présentes sur le territoire, qui ont certes une faible production, mais une expérience, une expertise assez importante sur le maltage. Maintenant, on va voir plus en détail les enjeux de chacun. Donc, concernant le houblon, il y a l'opportunité, l'avantage d'avoir l'arrêt de cette... Enfin, l'avantage... Oui, l'opportunité d'avoir cet arrêt de dérogation et qui renforce la demande en houblon face à la faible offre. Également, la possibilité de cultiver un produit atypique, un produit de notre terroir, un produit local, et que l'on pourra faire valoriser sur les bières au travers de boissons paysannes, de boissons artisanales. Et également une forte valeur ajoutée parce que le houblon bio peut se vendre 2 à 3 fois plus cher que le houblon conventionnel. Mais face à ça, il y a sur le marché une menace qui est plus ou moins sur le long terme, c'est-à-dire la possibilité de créer une offre qui sera supérieure à la demande. Mais pour l'instant, on est encore loin. Et après, il y a divers freins qui existent concernant les houblonniers et qui expliquent la faible proportion, la faible installation d'houblonniers sur le territoire, et qui est d'une part des moyens financiers qui sont très importants à l'installation, avec par exemple simplement pour les matériels de structure un investissement qui est de 30 000 € et qui est très, assez élevé et qui est peu difficilement abaissable. Et ensuite, il faut savoir qu'au-delà de 1 hectare, voire moins, c'est difficile, c'est même impossible de faire une récolte manuelle. Et du coup, ça implique du matériel de récolte qui est encore une fois c'est un important investissement et qui du coup pose la question de la mutualisation, la question de l'autoconstruction ou bien de l'achat de matériel d'occasion. Ensuite, il y a la question du foncier, parce que les terres propices au houblon sont assez peu disponibles et surtout prisées par les maraîchers. Donc voilà, il y a un travail de communication et de partage des informations sur les disponibilités du foncier. Ensuite, il y a un besoin de formation, de partage des connaissances techniques sur la production du houblon pour assurer un rendement qualitatif. Et après, il y a la particularité du houblon qui est d'avoir un rendement optimal au bout de la 3e année et qui du coup implique pour le houblonnier d'avoir une activité complémentaire sur les 1re, 2e et 3e années de sa production. Ensuite, concernant le malt, l'orge et le malt, ici encore une fois, l'avantage est qu'il y a une forte demande de la part des brasseurs. Il y a une possibilité de recherche variétale pour avoir une orge qui est adaptée à notre territoire et qui du coup est avec un rendement optimal et une bonne qualité de l'orge, et ainsi apporter des maltes plus qualitatifs et ainsi de suite une bière plus qualitative. Et la possibilité également de produire des maltes spéciaux, uniques, qui se démarquent des maltes que l'on retrouve chez les grandes malteries, des maltes de base. Et on a la chance d'avoir sur notre territoire une production déjà bien installée, des outils, des malteries assez déjà présentes sur le territoire et qui du coup va faciliter le travail de relocalisation de la filière orge-malt. Et face à ça, les menaces sont tout d'abord l'appréhension des brasseurs, c'est-à-dire que les brasseurs recherchent dans leur malt une certaine homogénéité, une certaine stabilité, et qui peuvent trouver chez leurs fournisseurs habituels. Et du coup, vis-à-vis des nouvelles brasseries, nouvelles malteries, il faudra sûrement qu'ils adaptent leurs recettes et qu'ils y retrouvent quand même la qualité du malt qu'ils ont chez leurs fournisseurs habituels. Et après, pour finir sur le malt, il faut savoir que le maltage est un processus très délicat et sensible et qui demande beaucoup d'attention et qui du coup qui connaît une très faible valeur ajoutée et qui du coup constitue un modèle économique fragile et délicat. Et pour finir, concernant la production de bière, les brasseries artisanales,
de nombreuses opportunités sont présentes et une importante marge est à prendre sur le marché, à la fois via la fin des contrats brasseurs, c'est-à-dire que les contrats qui existent entre les industriels et les bars, et avec cet arrêt, ça permettra de faciliter la commercialisation des brasseries artisanales, des bières artisanales dans les bars. Il y a aussi l'augmentation de la tendance manger mieux, manger local, manger bio de la part des consommateurs et qui favorise encore une fois cette consommation de bières artisanales, l'augmentation de la consommation naturelle de la bière vis-à-vis du vin et finalement les possibilités de valorisation du travail de l'artisanat, la valorisation du travail paysan qui peut être effectuée via des labels ou bien une marque commune. Et similairement au vin, la bière elle a de nombreux critères qui peuvent changer et du coup apporter une grande diversité et du coup s'adapter à tout type de consommateurs. Et finalement, l'avantage de la brasserie artisanale est qu'elle crée beaucoup plus d'emplois pour chaque litre de bière vendu que les grands brasseurs, que les brasseries industrielles. Et face à ça, du coup, on se retrouve avec un risque face à cet important essor des brasseries, on se retrouve avec un risque de saturation du marché, peu de place pour les nouveaux arrivants, et voilà, c'est un facteur à prendre en compte pour accompagner jusqu'au bout les nouvelles installations ou bien les brasseurs déjà installés. Il y a un risque de complexification de la législation sur les bières artisanales qui renforce le besoin en formation pour pérenniser les brasseries artisanales, du coup avec des formations sur la gestion d'entreprise, sur les règles hygiéniques ou bien sur les connaissances même techniques du brassage. Et finalement, le prix de vente des bières artisanales qui est plus élevé que les bières industrielles et qui peut freiner quelques-uns des consommateurs. Voilà, on a fait le tour, je pense, des enjeux autour de la filière. Et maintenant, il est temps de mettre en place des actions, je pense, des actions plus concrètes. Je vous invite à rester quelques instants pour les questions qui vont être certainement posées. De mon côté, merci beaucoup pour cette analyse, en tout cas très très pointue, fouillée et argumentée des trois grands thématiques qui nous occupent aujourd'hui, orge, malt, houblon et brasserie artisanale. La parole est à vous, le micro est pour vous. Oui, merci pour cette présentation. Une petite question. Est-ce qu'il est possible de faire le lien, de montrer un petit peu les zones de production agricole et les implantations des brasseries pour faire le lien justement sur ce localisme? Est-ce que les zones de production sont là où il y a des brasseries implantées? Les zones de production d'orge ou de... D'orge principalement, parce que le houblon sont des projets pour l'instant. Oui, alors l'orge, j'ai que le nom des les départements et encore... c'est difficile de les recenser parce que les organismes c'est surtout des chiffres qui sont donnés par les organismes de collecte, mais qui ne précisent pas exactement la quantité et d'où provient cette orge. Donc pour l'instant, c'est assez difficile de localiser chacun des producteurs. Alors juste par rapport à ça quand même, les céréales de manière générale en fait sont faites et les producteurs sont dans les bassins céréaliers qui sont, on a l'ouest audois et toute la plaine autour de Toulouse, hein, cette partie Haute-Garonne, voilà, qui sont les bassins principaux céréaliers en Occitanie. Et du coup, les brasseurs, eux, sont répartis vraiment partout. Après, il y a des localement des petites productions qui peuvent se mettre en lien. Voilà. Et il y a quelqu'un d'Ortéris. Plutôt gersoise, donc la Capla, Artéris et la Cascap à l'île Jourdain. Donc les producteurs sont à peu près bien répartis en Occitanie. Les seuls départements où ça serait plutôt compliqué, c'est sur les PO, parce qu'il y a très peu de production d'orge de brasserie, mais ensuite la production, on l'a dit, d'orge brasserie, là, sur tous ces départements, c'est un peu plus de 12 à 14 000 tonnes. Donc il n'y a aucun problème, la production d'orge de brasserie est largement supérieure à ce que les brasseurs locaux peuvent consommer. Je vous dis, il y a des problèmes
dans les Pyrénées-Orientales, peut-être un petit peu dans l'Hérault, mais enfin bon, vu les consommations, on pourra motiver des producteurs à le faire pour servir les filières locales. Donc la localisation de la production d'orge à aujourd'hui, pour moi, n'est pas un problème. Merci pour ton exposé magnifique. Je voudrais savoir si on a une idée de la quantité de bière qui se fabrique. Alors on ne va pas dire clandestinement, on ne va pas se donner les frissons, mais avec les copains à la maison, à la cave, parce que je suis extrêmement surpris du talent de nos jeunes pour fabriquer de la bière. Oui, non, j'avoue qu'on n'a pas vu que c'est pas déclaré, donc pas trop. Mais oui, un bon nombre, je pense, parce que du coup, c'est eux après qui font de la brasserie chez eux en tant qu'amateurs et qui après font de leur entreprise. Je pense que c'est. Je ne peux pas donner un chiffre, mais non, mais je sais pas. Beaucoup. Pour répondre à la question, du coup, je faire. Pour répondre à la question, du coup, je représente aussi l'association Les Forces du Malte, du coup, qui est une asso de brasseurs amateurs sur Toulouse. Et on est un peu plus d'une centaine, du coup, à brasser chez soi, là, dans un rayon de 50 km autour de Toulouse. Donc, à peu près, les gens brassent entre 20 et 100 litres par mois. Juste pour compléter, Garlon, c'est vrai que tout a commencé par les brassams, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Et c'est vrai que les brasseurs amateurs, c'est les futurs brasseurs de demain, donc c'est pour ça que c'est bien que vous soyez là aussi. Et c'est vrai que si on remonte un peu l'histoire dans les années 90, la plupart des brasseurs aujourd'hui étaient d'abord des brasseurs amateurs qui faisaient chez eux. Donc c'est une population à ne pas négliger dans la filière. De toute façon, alors c'était une ou deux questions, mais s'il n'y en a pas, c'est très bien, comme ça on peut passer directement. Je vous rappelle qu'on est en retard sur l'agenda, mais vraiment, voilà. Est-ce qu'une dernière question? Non? Une fois, deux fois? Voilà. Vous êtes déjà intervenu? Vous posez une question? Non? Alors je vous redonne la parole. Oui, on a parlé beaucoup des intrants agricoles, d'origine agricole, que sont le malt et le houblon. Est-ce qu'on peut parler aussi de la question des emballages, des bouteilles notamment? Oui. Est-ce qu'il y a des productions locales d'emballage pour la bière, parce que la bière a besoin d'être emballée pour être consommée? Oui, alors oui, tout cet après-midi, il y a un atelier sur l'économie circulaire et qui du coup abordera les consignes de verre et tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire et de l'analyse du cycle de vie de la brasserie. Donc si vous faites partie de cet atelier, tant mieux. Sinon, vous aurez un compte-rendu détaillé. Vous aurez des réponses sur le compte-rendu. Merci Alice. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui souhaitent aborder cette question des emballages actuellement? Maintenant? On va renvoyer sur l'atelier de travail sur ces questions-là. Bien, alors nous allons continuer. Je regarde juste le timing. On est bon au niveau timing. Alors, la bière en France et les attentes consommateurs. Ce n'est pas un exposé qui fait suite à des statistiques, des analyses de chiffres. C'est un exposé qui est plutôt ma vision personnelle que je vous livre aujourd'hui et qui est source d'interrogation pour moi et pour vous, j'espère, et qui va être source donc de dialogue juste après. Alors, pourquoi je vous propose cet éclairage? J'appelle ça un éclairage en fait, c'est une vision personnelle. Tout d'abord, pour me présenter, je m'appelle donc Elisabeth Pierre parce que je me suis rendu compte qu'en étant en retard, je ne m'étais pas présentée. Et je suis franc-comtoise, ce qui va être un petit
Un petit détail important, on va dire, pour la suite de mon parcours, puisque bien sûr la Franche-Comté est connue pour ses vaches montbéliardes, entre autres. Et mon premier souvenir brassicole remonte à l'âge de 11 ans, à la brasserie de Sochaux. Je crois qu'il y a une diapositive là-dessus. La brasserie de Sochaux, alors ça c'est mon terroir, mon territoire, mon pays. Voilà. J'ai fait un petit tour avec la ferme, avec une cheminée qu'on appelle le tuyer, donc qui est une cheminée en bois dans laquelle on fait fumer les saucisses, que vous connaissez peut-être, et cette fameuse race montbéliarde qui va être importante pour la suite de mon parcours également. Alors la brasserie de Sochaux, pourquoi? Parce que la brasserie de Sochaux, c'est un souvenir d'enfant. C'est en fait la raison peut-être de ma passion de la bière, tout simplement. Parce que cette passion, elle vient d'abord et avant tout d'un souvenir qui s'est réveillé à ma première visite de brasserie, et des odeurs de malt, des odeurs de fermentation qui ont ressurgi tout d'un coup, donc une sorte de Madeleine de Proust en plein sens, on va dire, et qui ne m'a jamais quitté. Cette sensation de bonheur intense à ces odeurs est totalement identique au premier jour. Donc ça, c'est quand même... voilà, donc vous avez là la vue de la brasserie de Sochaux. Moi, mon enfance a été bercée par ces odeurs, par cette cheminée, qui bien sûr ont été détruites, enfin, bien sûr, fait partie de la vague de concentration dans les années 70. Et cette évocation, elle a un sens pour vous, uniquement parce que mon métier est un métier de rencontre. Et si je suis restée dans cette filière brassicole, si je fais le métier que je me suis créé finalement aujourd'hui, d'une certaine manière, maintenant beaucoup d'entre vous et beaucoup de jeunes prennent la suite. Je forme énormément de jeunes dans ce domaine-là, on en reparlera tout à l'heure. Ce qui a fait que je suis restée, c'est quoi? C'est pas uniquement ces histoires d'odeur et de malt et de fermentation, c'est aussi des rencontres. Et les rencontres brassicoles, c'est-à-dire que ce sont en l'occurrence, c'est une femme. Alors, j'ai une diapositive là-dessus. Je ne sais pas si ça va vous évoquer quelque chose, cette salle de brassage. Il se trouve qu'elle existe toujours. Elle est à Schiltigheim. Et c'est la salle de brassage de la brasserie Schutzenberger. Je vous mets juste cette image-là. C'est juste l'évocation d'une étape dans mon parcours qui explique pourquoi je suis là aujourd'hui, tout simplement. C'est une femme qui était à l'époque présidente des brasseurs d'Alsace et qui était à la tête de la brasserie Schutzenberger qui a fermé ses portes il y a une 10-15 ans à peu près. Donc, une histoire de rencontre, c'est vraiment le plus important dans mon parcours, et c'est ce qui, en fait qu'aujourd'hui, je suis un peu un témoin. Au fil de ces années, j'ai assisté à plusieurs étapes de cette filière brassicole, ce que j'appelle le renouveau, la renaissance, et puis plusieurs phases d'accélération. Et c'est ce qui fait que j'ai à cœur d'accompagner ce que j'appelle l'évolution de cette filière, mais qui, aujourd'hui, j'ai envie de dire, la transformation de cette filière. C'est beaucoup plus qu'une évolution. On a passé le stade de l'évolution pour être vraiment dans la transformation. Alors, c'est juste quelques chiffres dans la diapositive suivante qui vont juste illustrer, voilà, en termes d'évolution, ces grandes étapes, ces grandes phases, on va dire, hein, le renouveau dans les années 85. On est dans les années 85, avec entre 85 et 95, ou à peu près dans les années 90, on est vraiment dans les ouvreurs de voie, dans les pionniers. Et on n'en parle peut-être pas toujours assez de ces pionniers qui existent toujours. Et qui ont, en fait, peut-être, c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Enfin, j'en suis même sûre. La deuxième phase que j'ai appelée le renouveau, quand on est sur cette étape de 100 brasseries, j'ai un souvenir qui ne me quitte pas, c'est en 99, dans
dans un journal, dans un article. Le journaliste avait écrit, mais on n'ira jamais au-delà de 100 brasseries. On atteindra peut-être les 100 brasseries en France, mais jamais on ira au-delà. L'évocation de ces phases, l'évocation de cet accompagnement, de cette évolution, c'est juste pour avoir un peu cette vision globale et ce recul. C'est vraiment important quand on va se lancer dans ces ateliers thématiques et ces rencontres que nous allons faire aujourd'hui les uns et les autres. Toujours, j'ai à cœur de vous apporter ce recul. Alors, dans la phase d'accélération, évidemment, il y en a plusieurs. Hein. Il y a la phase où on dépasse les 400 brasseries, et il y a la phase où on va doubler en 4 ans, et on va atteindre les 1000 brasseries en 2016. Alors, on est bien sûr au-delà des 1500 brasseries indiquées. Là, nous sommes sur l'évocation du début de l'année, et on est à l'heure d'aujourd'hui, donc les chiffres donnés par Alice, vous les avez eus tout à l'heure. On est sur une estimation, peut-être, en croisant les différentes sources statistiques que nous avons, on est sur une fin d'année possiblement à 1800 brasseries. Donc, on va revenir un tout petit peu sur la diapositive d'avant. Voilà. Quand je vous parle d'accompagnement de la filière brassicole, j'ai vraiment une mission que je me suis fixée, c'est développer la culture de la bière en France. Bon. C'est... Comment faire? Donc, plusieurs moyens. Hein. Les moyens de la formation. Les moyens de la formation, donc avec notamment une formation qui vient d'être certifiée par France Compétences, donc au même titre qu'un certain nombre de formations en conseiller en vin et spiritueux, la formation de zytologue est enfin reconnue en France, entre autres. Donc par le moyen des formations. Formation pour l'ensemble des acteurs des métiers liés à la bière. Par les animations. Alors les animations, elles sont d'une richesse de recueil d'informations qui est absolument phénoménale. Pour ceux parmi vous qui animez des ateliers ou des dégustations, j'imagine constamment même, vous comprenez, vous saisissez ce que je veux dire au niveau de la richesse de ce que le public renvoie comme réaction. Hein, c'est même, je dirais, dans cet échange-là qu'on a le plus grand volume de satisfaction, on va dire. Formation, satisfaction de voir progresser les connaissances sur la bière, sur le produit bière. Animation, satisfaction de faire découvrir des goûts, faire découvrir des associations. Bon, là, c'était à Planète Bière, par exemple, un salon de la bière avec une dégustation de bière et de fromage. Et puis, bien sûr, ça passe aussi par l'écriture. Alors, l'écriture, je vous ai mis juste deux de mes livres, c'est des outils. Je n'écris que pour ça, c'est une obsession. C'est une obsession, voilà. Donc, atteindre le plus possible de personnes par ces moyens-là. Et puis, un dernier moyen, un dernier média que j'utilise également, qui est le podcast, donc la radio, qui vient de se créer, qui vient d'être mis en ligne et qu'on peut retrouver, qui s'appelle La Brasse. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour vous donner la raison d'être de ma présence ici, finalement, à vos côtés. Hein, je suis un témoin. Alors, je vais vous livrer ma vision, avec ce fameux recul, ma vision du marché de la bière. Hein, donc, je vais travailler sur quatre grandes thématiques, les brasseries au niveau production, bien sûr, avec l'offre. Hein, parce que quand on parle de marché, on va d'abord parler de l'offre. Je vais également vous donner ensuite ma vision sur les différents circuits qui se développent, qui apparaissent. Et puis, je vais également, bien sûr, parler des comportements des consommateurs, des attentes des consommateurs. Alors, pourquoi cette diapositive sur les mots et les points d'interrogation? On est, à l'heure d'aujourd'hui, vous le savez tous, on est bombardé de mots de type révolution, tendance, mode. Il n'y a pas un jour où
et c'est génial, où il n'y a pas un média qui écrit sur la bière. Et juste pointer ce fait, ça vous paraît peut-être normal. Mais quand je suis entrée dans la filière brassicole, c'était pour faire que les médias parlent de la bière. Donc vous voyez le chemin parcouru. C'est pour ça que je parle de transformation. Ces points d'interrogation, parce que ces mots, ils sont faciles, on a l'habitude de les entendre. Oui, c'est une vraie révolution, la bière c'est tendance, alors pourquoi la bière c'est tendance? C'est une perception qu'on a, que le public a. Et au travers de cette évolution, au travers de ces tendances, au travers de tous ces médias qui prennent la parole, de tous ces groupes de parole qui se développent, groupes de discussion, groupes informels, qui tendent à faire que la bière a effectivement une connotation mode, on va appeler ça comme ça, eh bien ça pose question tout ça, parce que ça pose question sur jusqu'où ça va aller. Alors, je vous la pose à vous, jusqu'où ça va aller? Est-ce que vous avez la réponse? Jusqu'où va progresser le nombre de brasseries? Jusqu'à quand va durer cette explosion, ce phénomène exponentiel de nombre de brasseries? Jusqu'où on va? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Donc nous sommes dans à la fois une transformation phénoménale, extrêmement positive, extrêmement riche à tous les niveaux, de l'amont à l'aval, mais nous sommes sur une terre inconnue, totalement inconnue. Nous allons peut-être allègrement vers les 2000 brasseries en 2020. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Ça ne fera que retrouver le niveau que nous avions au début du XXe siècle. En soi, ce n'est pas si extraordinaire que ça, avec le recul. Juste pour mémoire, début du XXe siècle, environ 3000 brasseries dans toute la France. On dit 3500 selon les sources, ça dépend un petit peu des dates, en l'occurrence, des recensements de ces brasseries. C'est notre modèle de brasserie ancrée dans un terroir, dans un territoire, dans une histoire locale, dans une famille, dans une association. Ce qui fait l'espèce de sens, ce qui donne sens aujourd'hui à toutes ces brasseries atomisées, c'est ça, c'est cet enracinement-là. Mais on sait à l'avance que là, derrière cette joyeuse farandole, il y a forcément les méchants et les grandes dents. Et moi, je ne sais pas comment on fera pour protéger les petits faiseurs, parce que c'est eux qui donnent sens à tout ça. C'est une excellente question qui reste tout à fait ouverte, puisque on est sur des phénomènes, comme vous le savez, on va en parler peut-être juste après, sur l'évolution de ce qui se passe au niveau déjà des circuits de distribution. On a parlé tout à l'heure des contrats brasseurs, ce sera, je pense, Jean-Olivier, tu auras l'occasion, j'imagine, d'en parler, je ne compte pas en parler. Mais effectivement, on a des leçons à prendre, en tout cas, du passé récent. Un passé tout à fait récent, quarantaine d'années. Donc oui, la vigilance doit être là, mais on est sur un autre contexte. On est dans un contexte et un environnement qui est très porteur, à la fois par l'évolution des habitudes de consommation et à la fois par les médias qui portent cet engouement. Donc si on prend un petit peu au fil les uns après les autres, les 4 thématiques en ce qui concerne les brasseries. On a fait le point déjà tout à l'heure, Alice a fait le point au niveau quantitatif. La typologie, c'est toujours une inconnue. Comment est-ce qu'on classe les brasseries? Selon les sources, on va avoir différentes typologies, différents moyens de classement. La première immédiate, c'est les moins et plus de 200 000 hectos. C'est la classification du législateur. Sur les moins de 200 000, on est sur les moins de 200 000, on est quand même sur une dizaine de brasseries uniquement, entre 50 000 et 200 000. Donc c'est pas vraiment représentatif du marché. Si on classe par typologie de taille,
on a tendance un petit peu à tous à se retrouver avec des échelles de moins de 1000 hectolitres, de 1000 à 5000, de 5000 à 10 000, plus de 10 000, jusqu'à 50 000, de 50 000, plus de 50 000. La caractérisation de ces brasseries, c'est pas vraiment encore figé. C'est pas défini, c'est pas vraiment défini. Il y a plusieurs typologies. C'est vrai que de dire d'une brasserie de plus de 10 000 hectos qu'elle est industrielle, est-ce que ça a du sens? Donc le critère de la taille est un des points qui n'est pas vraiment défini. Le critère du lieu. Donc il y a des brasseries absolument partout en France, dans toutes les régions maintenant. Il n'y a pas une région où il n'y en a quasiment pas. Ça n'existe pas. Donc des brasseries urbaines, des brasseries rurales. Le territoire est maillé, donc voilà, c'était la diapositive dont je voulais vous parler. Le territoire est maillé de brasseries et on assiste peut-être aussi à une course au premier, deuxième, au podium, au premier, deuxième, troisième région en termes de nombre de brasseries. Donc sur la partie, sur la thématique, sur le critère du lieu, ce n'est pas non plus vraiment un critère sur lequel on va s'étendre. Les typologies qui émergent et sur lesquelles on voit réellement une évolution marquante, c'est d'une part les brasseries biologiques, donc les bières bio, donc le secteur le secteur des bières bio, et les fermes brasseries. Donc là, c'est vraiment deux critères à prendre en considération de façon le plus possible précis, en identifiant chaque ferme brasserie et chaque brasserie qui se convertit en bio ou qui s'installe en bio. Le troisième point également sur lequel on est en vigilance aujourd'hui, c'est dans l'observation de ce qui se passe, c'est les phénomènes d'agrandissement, de déménagement des brasseries. Quasiment toutes les brasseries sont concernées, qu'elles aient 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et les tailles se doublent, voire sont multipliées par 3 ou par 4 ou par 5. Donc la problématique sur laquelle on reviendra tout à l'heure dans la table ronde, la problématique des agrandissements de brasseries est un critère vraiment à prendre en compte. Et puis l'indépendance. Alors l'indépendance, on va retrouver le point que vous évoquiez, monsieur, sur la notion de danger, on va dire peut-être. Mais la valeur de la dépendance est une valeur qui est à prôner au maximum dans le paysage brassicole aujourd'hui. Et en termes de valeurs, on a aussi bien sûr les valeurs de proximité. Toutes ces brasseries qui maillent le territoire sont des brasseries sur lesquelles qui portent ces valeurs avant tout de proximité, de lien direct, de proximité donc avec le consommateur. Je continue donc sur les circuits. Je vais aller un peu plus vite. Sur les circuits, nous avons alors oui, les offres, bien sûr, on aura l'occasion d'y revenir également dans la table ronde. Sur les offres, rapidement, l'offre, elle n'a jamais été aussi large. Les gammes des brasseries n'ont jamais été aussi développées, avec des gammes éphémères, des gammes saisonnières, des gammes traditionnelles, qu'on appelle traditionnelles, des collaborations. L'offre, elle s'élargit avec des catégories nouvelles qui apparaissent. La catégorie IPA n'existait pas il y a 10 ans. Donc dans 10 ans, ça sera quelle catégorie? Et également sur l'offre, ce qu'on peut dire, c'est qu'en termes de perspective, on voit se dessiner une attente réelle des bières de terroir. Donc c'est l'objet de nos ateliers cet après-midi. Au niveau distribution, je ne vais absolument pas vous parler ni de la GD ni de CHR, parce que ce n'est pas le sujet, mais c'est qu'est-ce qui émerge des nouveaux modes de distribution qui n'existaient pas et qui sont spécifiques à la France. Quand on compare ce qui se passe dans les autres pays, on a
vraiment deux, en dehors des fermes de brasserie et des bières biologiques, où on est vraiment les champions en Europe. Sur les circuits de distribution, on a un réseau de cavistes à bière. Ça n'existe pas quasiment dans les autres pays, de façon aussi massive que ça existe chez nous. À côté des cavistes à bière, les rayons bière des cavistes traditionnels, vin bière spiritueuse, se développent également. Puis un deuxième phénomène aussi en France, c'est le développement des sites de vente en ligne. Et également des salons dégustation. Alors là, les salons dégustation, on est plus dans peut-être l'imitation, c'est pas le bon mot, mais inspiration, on va dire, des pays anglo-saxons et d'Amérique du Nord. Et bien sûr, au niveau des circuits, on a un critère à prendre en compte tout à fait récent, c'est le phénomène des circuits courts, donc de vente directe. Côté consommateur, donc les comportements, ils sont complètement dans un foisonnement de nouveautés. Hein. On a beaucoup de mal à dire ce qui se passe exactement de façon réduite et de façon synthétique. Au niveau des consommateurs, l'évolution, elle est que globalement, on observe quoi? Quand on écoute, quand on entend et quand on questionne. On observe qu'un consommateur de bière planétaire qui se met aux bières artisanales ne retourne pas aux bières planétaires. C'est ce qu'on observe. Le deuxième point qu'on peut peut-être ajouter au niveau des critères concernant les consommateurs, c'est ce besoin de connaître l'origine des produits. Jamais on m'a autant posé la question quand je fais déguster une bière, en dehors du goût, de l'attrait des goûts, en dehors de la personne qui est derrière la bière, parce que ça j'ai oublié de vous le dire, mais c'est quand même la raison numéro 1 de ce que je fais, c'est parler de vous, en fait. Voilà, je vais oublier de vous le dire, donc je vous le dis. Jamais il y a eu autant de questions sur l'origine des matières premières. Mais il vient d'où l'orge? Il vient d'où le malt? Il vient d'où le houblon? Et puis l'eau. On commence à émerger aussi on va émerger aussi des questions sur l'eau, de plus en plus. Ça, c'est tout à fait nouveau. On va dire que c'est pas plus vieux que 2-3 ans, maximum, 3 ans. Donc, en termes de questionnement et d'attitude de consommateur, on est vraiment sur un bouleversement et des attentes qui sont donc liées, encore une fois, aux caractéristiques biologiques, à la proximité, au lien direct du producteur au consommateur. Voilà, donc c'était une façon un petit peu synthétique de vous présenter ma vision. Je suis prête à vous répondre maintenant, à répondre à vos questions. Merci. Vous venez de parler des comportements, des nouvelles attentes des consommateurs. Moi, ce que je comprends tout à fait, plus d'informations, plus de transparence, de savoir qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit. D'un autre côté, on a peur, dans le futur, d'un point de vue filière et industriel, entre guillemets, d'avoir un regroupement inévitable. Là, vous avez parlé d'agrandissement des brasseries, potentiellement des regroupements, des choses qu'on a déjà vues par le passé plusieurs fois. Pour moi, c'est un peu contradictoire, parce que si le consommateur il veut être en direct avec un brasseur, il veut savoir ce qu'il boit, il veut savoir d'où ça vient, il veut du local, du bio, la concentration des brasseries ou l'augmentation de taille ne pourra pas répondre à cette attente. Enfin, je ne vois pas comment ça peut aller ensemble. Alors là, quand j'ai évoqué les dimensions d'agrandissement, ce sont souvent des dimensions, on reste dans des brasseries de taille généralement de moins de 5000 hectolitres, voire moins de 10 000 hectolitres, hein, l'immense majorité. Hein. Donc par exemple, une brasserie me parle il y a 2 jours d'un agrandissement, elle est sur 300 hectos, elle va passer à 800 hectos par exemple en 2 ans. On reste sur des brasseries de dimensionnement de taille humaine, hein, et de proximité, qui vont garder La proximité ensuite, c'est une valeur qu'a le brasseur. Voilà, il y a des brasseries qui font effectivement, on va dire 10 000 ou même 15 000 hectos, qui gardent cet enracinement géographique que vous ne trouvez pas ailleurs que dans leur région. Hein, c'est très difficile de trouver certaines brasseries, par exemple, je vais vous donner l'exemple
il y a des brasseries, on est en Occitanie, sur Paris ou dans le Nord, il y a beaucoup de brasseries de chez vous qu'on ne trouve pas. Donc la dimension d'agrandissement, de développement, elle est liée quand même essentiellement à des besoins même d'investissement de matériel pour être plus dans une capacité à se décharger de tâches peut-être manuelles, des choses comme ça. Donc on reste dans des dimensionnements de taille humaine. Donc à mon sens, c'est pas incompatible. Après, il y a d'autres questionnements qui ont été posés tout à l'heure sur les... Ça fait 2 fois que j'entends le mot concentration. C'est un mot nouveau que j'entends. C'est un questionnement que vous avez, du coup, la concentration. Si on se projette, on peut s'y attendre. Il y a des acteurs économiques qui vont vouloir bouffer le gâteau comme ils font du but. On voit ça dans d'autres secteurs. Tout à fait, tout à fait. Donc la voie, on va dire, de la réponse à ça, c'est la transparence, l'information du produit, l'information sur vous, brasseurs, brasseuses, et la proximité que vous entretenez avec vos clients. Ça, personne ne le... c'est tellement riche que c'est vraiment, à mon sens, dans ma vision, ce qui est à prendre en compte le plus. Bonjour, je ne suis pas brasseuse, je suis plutôt animatrice de structure de développement agricole bio, mais je me pose une question, parce que quand je réfléchis au développement de la filière brassicole, en fait, moi je le vois comme celui des caves particulières. Et je me demande si on ne pourrait pas finalement avoir une même répartition dans le paysage sur les territoires, autant de brasseries artisanales qu'on a de caves particulières qui produisent du vin et qui différencient leur vin par rapport à celui du voisin. Est-ce que c'est comparable? Est-ce que c'est une logique qui tient la route ou qui n'a pas de sens dans le monde de la brasserie, de la bière? J'ai envie de vous répondre, oui, ça a du sens et c'est peut-être une des voies de développement qu'on peut observer aujourd'hui dans ces prémices, avec des réserves bien sûr, puisqu'on n'est pas du tout sur les mêmes types de modes de production identiques et marchés. Mais ce qu'on observe, c'est quand même un phénomène nouveau. Dans cet agrandissement dont je parle, il y a la prise en compte d'un lieu convivial. Il y a l'organisation d'un lieu de dégustation. Ce que j'ai appelé salon dégustation parce que c'est, voilà, on peut dire taproom aussi en anglais. La démarche, elle est quand même... je suis en train d'identifier le nombre, de recueillir le nombre de brasseurs en France qui sont dans cette démarche-là. On est vraiment sur des chiffres considérables, très importants. Donc j'ai envie de vous dire oui. Bon, oui, j'ai bien aimé cette dernière question-là, Amérique de développement. C'était presque ça que je voulais poser, mais pas tout à fait. Donc, moi, quand même, je suis un peu triste et un peu désemparé, parce que on n'a jamais eu des conditions si favorables pour faire de la bio. On maîtrise parfaitement toutes les cultures en travaillant en bio. On est ici dans la salle, sûrement pas mal de paysans à avoir essuyé les plâtres et en être sortis vainqueurs, je dirais, parce que ça y est, on a réglé les problèmes techniques, même si des fois on dort mal la nuit. Voilà, comme tout le monde. Et je ne comprends pas qu'on puisse pas avoir à l'idée de faire une filière totalement bio. Je ne comprends pas. Parce qu'on a les moyens, et moi j'en ai marre de boire de la bière où il n'y a rien marqué, et où ça va être à tous les coups du bio. Alors ça ne sera pas... faut pas exagérer, on sait bien que tout n'est pas mauvais non plus, mais on devrait avoir la capacité à faire tout en bio. Et c'est d'autant plus... c'est pas que pour la bière d'ailleurs. L'autre jour, on a monté un défi là, au village, je la connais, et c'est un jeune agriculteur qui me dit, mais pourquoi on s'enquiquine avec toutes nos contraintes ici? Pourquoi on ne fait pas un cru qui soit un cru bio? C'est-à-dire que c'est des choses qui sont même en train de naître chez les jeunes agriculteurs. Alors voilà, moi ça fait 30 ans qu'on bagarre, on devrait quand même être dans du bio intégral pour ce qui est de la bière. En plus, ça ferait un exemple pour les autres. Il y a peut-être des éléments de réponse dans la salle, oui. Alors, quand on s'intéresse à tous les styles de bière, et pas uniquement à la bière, le produit en soi, il est très difficile de produire tous les styles de bière en bio, notamment sur tous les houblons très modernes, très tendance, qu'on va difficilement trouver en bio. Deuxièmement, après, en termes de choix de façon de travailler,
Sur les houblonnières, moi je travaille par exemple avec une houblonnière catalane qui est en bio, donc j'arrive à faire du local et du bio sur le houblon. Par contre, sur les céréales, ça va devenir très difficile, si on veut travailler en direct producteur, de travailler en bio. Moi, si je veux travailler avec des céréales crues bio, j'en ai pas localement. Parce que il n'y a pas de filière micro-locale sur les céréales. Il faut passer toujours par de la coopérative et un mode très compliqué d'approvisionnement là-dessus. Donc, moi, je préfère travailler en local avec quelqu'un qui fait du travail proprement et pas forcément mettre en bio. Par contre, voilà, travailler avec des gens qui travaillent proprement, sans pesticides ou autre. Mais le bio, pour moi, c'est pas un élément différenciant en dehors du circuit de distribution. Ah oui, moi, voilà. On vous laissera discuter de ça si vous... Oui, c'est une thématique qu'on va reprendre cet après-midi, local ou bio. Et vous aurez tout le repas pour échanger. Alors, dernière question pour vous, vous avez de la chance. Après, on clôt cette page-là et on avancera dans le programme. Merci, ce sera très court. La première remarque, c'est le local, où est-ce qu'il commence et où est-ce qu'il finit. Et après, quand on parle de bière de terroir, je n'ai aucune idée, moi, en tant que brasseur, comment je peux faire une bière de terroir. Voilà. C'est deux questions effectivement cruciales. Le local, c'est un mot qui va être perçu différemment, défini différemment selon les uns et les autres. Peut-être il y aura, vous êtes 130, il n'y aura peut-être pas 130 définitions, mais enfin, voilà. L'échelle, où se situe l'échelle? L'échelle, elle est liée déjà au volume de production, au dimensionnement de la brasserie, bien sûr. Donc, le côté local induit peut-être, de mon point de vue, c'est une réponse, c'est un élément de réponse que je vous donne juste comme ça, de façon spontanée. La dimension locale, de mon point de vue, induit une dimension de vente directe, de circuit court. Bon, c'est un des éléments de réponse que je peux peut-être donner aujourd'hui. La deuxième façon de vous répondre, c'est le fait que quand on est une brasserie donc locale, quelle que soit la typologie, on a une identité locale. Donc ça, c'est un deuxième critère derrière ce mot. L'identité locale qui peut être une identité régionale aussi. Donc un dimensionnement de brasserie qui peut être tout autre, qui peut être effectivement avec des volumes de production qui sont évidemment en CHR, en grande distribution. Pas pour autant que la bière n'est pas avec une identité locale, voire régionale. Donc cette identité locale et régionale, ce phénomène-là, cette caractéristique-là, c'est une spécificité française. On n'a pas autant, de façon historique et encore plus maintenant, aujourd'hui, de façon sucriciale dans les autres pays, cette dimension de spécificité locale, d'identité locale, au travers des ingrédients, au travers des valeurs, de l'image, etc. Alors sur la question par rapport à la bière de terroir, c'est effectivement, tout est à construire. Tout est à construire sur ce territoire-là, sur cette dimension-là. C'est pas la question de l'eau. Alors le premier élément de réponse que j'aurais tendance à donner, c'est effectivement la matière première principale qui est l'eau et qui est ce qui a à la base développé les brasseries dans le monde entier sur des emplacements liés à des typicités d'eau et qui a ensuite généré, selon la propriété, selon les caractéristiques et les propriétés de l'eau, généré tel style de bière plutôt que d'autres, en fonction notamment de la dureté de l'eau, de sa composition en sels minéraux notamment. Donc l'eau va être un des premiers facteurs, bien sûr. Et puis derrière, c'est l'origine des matières premières au niveau local. Donc c'est un peu ce que j'ai envie de répondre là tout de suite sur ce... Oui, encore un complément. Juste un dernier petit point sur les ingrédients. Il est 11h20, personne n'a parlé des levures. Alors, ça tombe très très bien parce que en fait, j'allais continuer, mais j'ai eu un maître du temps qui m'a fait signe. Le deuxième élément dans la fabrication liée au terroir, c'est bien évidemment la levure. C'est-à-dire qu'il y a un style de bière que vous connaissez tous,
qui est donc bruxellois et que les brasseurs autour de Bruxelles ont su maintenir. Pourquoi? Effectivement, on peut tout à fait imaginer un développement de bières sauvages, et c'est d'ailleurs ce qu'on observe. Le mouvement en faveur des bières, ce qu'on peut appeler des bières nature, hein, des bières qui vont utiliser ce type de processus, de laisser faire les levures ambiantes de l'environnement. C'est une des voies de développement au niveau des brasseries qui est vraiment majeure en France, hein, qui est, bon, pas qu'en France d'ailleurs, hein, c'est partagé dans d'autres pays, mais on observe quand même, on est peut-être, j'ai à titre personnel recensé une vingtaine de brasseries qui expérimentent, donc on est dans l'expérimentation là. Donc, vous avez d'autres questions? Non?